Clinique La Brière, c'est une clinique qui appartient à un groupe, au groupe Helena Santé. Donc, c'est un groupe français dont le siège se situe à Vertou, en Loire-Atlantique. Helena compte différents établissements du sanitaire, donc des SMR, des MCO, des HAD, et 2 établissements de psychiatrie, dont la clinique La Brière, donc à Guérande, et il comporte aussi des établissements médico-sociaux, des EHPAD. La clinique est située à Guérande, en Loire-Atlantique. Elle accueille des patients en hospitalisation libre, principalement de Loire-Atlantique et de Vendée. La clinique, du coup, elle est composée de 2 services. On a l'hospitalisation complète d'un côté, donc qui accueille 72 patients. La durée moyenne du séjour est de 25 jours à peu près. Et on a un autre service qui est l'hospitalisation de jour, où là, on a une file active de 104 patients, à peu près 25 patients par jour. Donc, c'est des patients qui vont venir à la journée ou 2 fois 2 journées par semaine. Ça dépend vraiment du projet du patient dans son soin. Et la durée de prise en charge du patient là à l'HDJ, elle est vraiment variable. Ça peut être de quelques mois à quelques années aussi. La clinique La Brière donc, travaille avec des psychiatres qui sont en libéraux. Donc, les psychiatres en libéraux font leur consultation au sein de la clinique parce que leur cabinet est au sein de la clinique. Donc, on accueille aussi des consultations externes. Et ensuite, la clinique compte à peu près 70 salariés. Donc, du coup, ce qui touche aussi pas mal de personnes entre les patients, les consultations externes, les salariés. Et en plus, on a un peu des prestataires comme les ambulances qui vont venir ou d'autres personnes extérieures. Comment nous, ça s'est passé notre adhésion à la démarche lieu de santé sans tabac? Avant l'adhésion, Christelle et moi, on était assez moteurs dans les mises en place du mois sans tabac, la journée mondiale sans tabac. Voilà, on animait souvent des actions à ces moments-là, à ces temps forts. Et puis en septembre 2022, nous avons répondu à l'appel à projet de l'ARS des Pays de la Loire pour cette démarche. Et avec décision, on a décidé de mettre en place donc les 2 coordinatrices, donc qui est Christelle et moi. Ce temps-là correspond à 20% au total. Donc, c'est-à-dire que Christelle et moi, on a chacune 10%, on se voit une demi-journée par semaine ensemble. Donc, on a eu l'accord en octobre-novembre de l'ARS. Et directement, on a commencé, en novembre 2022, on a acheté notre testeur CO qui nous a permis voilà, d'expliquer son utilisation, une mise en pratique. On trouvait ça important d'avoir un outil qu'on pouvait utiliser et manier auprès des patients, auprès de nos collègues, qui est un peu un médiateur. On discute beaucoup autour de ce projet avec nos collègues soignants, avec nos collègues aussi paramédicaux. Après, il y a eu aussi des diffusions au niveau de l'information concernant l'inscription donc, de la clinique dans la démarche de santé sans tabac. Pardon? J'ai cru entendre une voix, pardon. Donc, dans la démarche, pour informer, on a informé la CME, donc tout ce qui est médical, le CSE de l'établissement. Il y a eu aussi des temps de présentation aux différentes équipes, aux équipes de jour, aux équipes de nuit. Voilà, on s'est adapté. Et on a fait un rappel aussi à un article dans le journal de la clinique. Voilà, il y a un petit journal qui est publié tous les 2 mois à peu près dans la clinique, et donc du coup qui permet de communiquer sur les actions fortes de la clinique. Fin 2022, il y a eu la décision des axes prioritaires de travail quant au déploiement de la démarche lieu de santé sans tabac. Et là, on a décidé de mettre en avant la formation qui nous semblait très importante en fait de déployer directement cet axe de travail, en sachant que Christelle, du coup, qui est une des coordinatrices, était déjà formée pour être formateur de RPIB. Donc, à la suite de ça, on a déployé notre stratégie sur la formation, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Christelle était déjà formateur de RPIB. Après, on est parti à 4, donc moi plus 3 autres collègues en formation de formateur en mars 2023. On a directement enchaîné avec une formation auprès de notre pharmacienne et des psychiatres. Après, il y a eu la formation du coup de RPIB auprès de nos collègues. Donc là, c'est les gros titres, hein, on va les déplier après. Et après, on a la formation aussi sur la prescription des TNS.
Donc, je reviens sur la formation des formateurs RPIB. Donc là, ça a été, voilà, on a eu notre accord en novembre 2022. 5 mois après, en mars 2023, voilà, on était plusieurs soignants à participer à la formation de formateurs RPIB. Donc, le choix du personnel a été assez stratégique aussi. On voulait que les deux services, donc hôpital de jour et hospitalisation complète, étaient représentés. Donc, il y a eu une infirmière de l'HDJ et une infirmière d'HC, hospitalisation complète. Et on voulait également que un autre corps soignant soit représenté, que ce soit pas juste catalogué, c'est que pour les infirmières. Donc, du coup, on a une AMP, donc une aide médico-psychologique, qui fait partie de l'équipe des aides-soignantes, donc qui est venue avec nous à cette formation. Et du coup, moi, je suis psychologue, donc je représentais aussi les paramédicaux. Donc, du coup, ça nous permettait de toucher vraiment le large public soignant, paraméd, qui intervient auprès des patients et que chaque salarié pouvait s'identifier aussi à nous. Le choix des soignants aussi, c'était, on a pris des soignants qui étaient bien intégrés à la clinique, c'est-à-dire qu'ils avaient une bonne connaissance de l'institution, une bonne connaissance du public, qu'ils ont aussi une facilité dans la communication, tant auprès des patients que aussi pour faire les sessions de formation, mais aussi dans le but de véhiculer le discours du RPIB, tabac, et du coup de la démarche aussi lieu de santé sans tabac. Au niveau de la stratégie pour la formation RPIB tabac, donc du coup, les formateurs ont été formés en mars 2023 et en juin 2023, il y a eu directement deux sessions en juin qui ont été menées. Donc le public visé pour le RPIB tabac, sont les IDE de l'hôpital de jour, les IDE de nuit, les IDE d'hospitalisation complète, les aides-soignants, les AMP, l'enseignant APA, donc en activité physique et adaptée, les ergothérapeutes, l'assistante sociale, les psychologues. Il y a aussi les étudiants infirmiers, l'IDEC, donc c'est l'infirmière coordinatrice de l'HDJ, la cadre des soins, et les différents stagiaires. Par exemple, la stagiaire assistante sociale a été formée, la stagiaire psychologue a été formée, tous les stagiaires en fait qui sont là lors des moments de formation sont formés parce que notre but c'est aussi de promouvoir en fait le lieu de santé sans tabac, même en dehors de nos murs, et que ça touche aussi d'autres établissements. Donc, on sème des graines un peu partout pour promouvoir cette démarche-là aussi. C'est une formation obligatoire pour les soignants, voilà, que j'ai précédemment citée. Donc, il y a eu 4 sessions en 2023, une en 2024 et en 2025, il y a une session qui est programmée en mars. Le nombre de soignants prévus pour être formés, ça sera de 41 personnes et actuellement, il y a 30 salariés qui sont formés au RPIB tabac. Au niveau de notre formation RPIB tabac, on a pris le module d'une demi-journée d'un point de vue pratico-pratique aussi au niveau de l'organisation des services. On s'est dit qu'une demi-journée, c'était intéressant. Donc, cette demi-journée, c'est 3h30. Elle se divise en 2 parties. La première partie, c'est vraiment un PowerPoint sur les différentes connaissances, sur sur le tabac, sur les impacts sur la santé, sur la dépendance et sur les TNS. Et la deuxième partie sur le RPIB avec des mises en situation. Donc là, les objectifs pédagogiques, c'est de développer une posture adaptée à l'abord du fumeur, les étapes clés du RPIB, orienter le fumeur en fonction de son besoin du moment. Et après cette formation-là, à la fin, on clôture par un questionnaire d'évaluation de la formation, ou quoi à la fin de la séance. Voilà pour ce qui est du RPIB. Et je vous laisse la parole à Christelle. Alors après, du coup, la formation auprès des psychiatres et de la pharmacienne, ça c'est intervenu en mars 2023. Donc c'était une mini formation, hein, c'était au cours d'un repas, au cours du repas des psychiatres. Du coup, avec la participation de Fabienne New, la formation portait notamment sur les interactions médicamenteuses et la nécessité d'augmenter les dosages des substituts nicotiniques, parce qu'on avait quand même des gros freins là-dessus. Voilà, les médecins avaient tendance à sous-doser.
En décembre 2024, il y a une transmission de documents, rappel de connaissances sur la prescription et le mode d'action des TNS, parce qu'on était encore confronté à du sous-dosage avec les psychiatres. Donc ça, c'était un document que d'ailleurs l'ASRAE nous avait donné pour pouvoir favoriser l'échange. Et puis, c'est des échanges quotidiens avec les psychiatres sur la réévaluation des dosages des TNS lors des transmissions. On réévalue tous les jours les dosages des patients, quand nécessaire. Pour la stratégie pour la formation des prescriptions des TNS, donc en octobre 2023, nous avons débuté les formations sur les TNS auprès des infirmières. Et à ce jour, il y a eu 2 sessions qui ont été faites, une en octobre 2023 et une en avril 2024. Il y a eu un ralentissement de la formation parce qu'on est embêté et c'est toujours le cas avec HM de software en fait qui permet pas la prescription directe des TNS par les infirmières. On est obligé de passer par le médecin pour avoir cette prescription initiale et après les modifications. Donc ça freine. Donc on s'était dit on va arrêter de former les collègues si on peut pas prescrire. Et en fait, on se rend compte que finalement ça n'avance pas. Donc il faut qu'on forme quand même. Et on a toujours espoir que HM puisse évoluer aussi de cette façon. Aujourd'hui, la clinique compte 11 salariés à être formés à la prescription des TNS et il y a, sur la prochaine session, il y a 13 soignants qui pourront bénéficier prochainement de cette formation, donc des infirmières de jour et de nuit et de l'HDJ aussi. Alors, la durée de la formation, donc c'est sur le même format que pour le RTIB, elle est de 3h30. Donc d'ailleurs, en général, ce qui se passe, c'est que le matin, il y a la formation RTIB et l'après-midi, la formation des TNS, qui fait une journée entière consacrée à la formation sur le tabac. Toutes les personnes qui bénéficient de la formation sur les TNS sont obligatoirement formées au RTIB. Et le support de la formation, c'est Flash Info sur la prescription des traitements nicotiniques de substitution au sein des établissements de court, moyen et long séjour. C'est un support qui est disponible dans la boîte à outils du site de l'ASRAE, donc qui est très complet, que nous, on trouve très complet et tout à fait adapté à notre établissement. Donc, on fait aussi un pré-test et un post-test pour évaluer l'acquisition des connaissances et de la formation. Et la session, elle est agrémentée de cas concrets. À la fin. L'objectif pédagogique, c'est de développer les connaissances et les compétences sur les prescriptions des TNS et de développer l'autonomie des prescripteurs et de permettre un échange de pratiques également. Alors, les outils que nous avons mis en place pour mesurer du coup un peu nos formations et puis notre démarche du lieu de santé sans tabac, c'est chaque mois, on met en avant auprès des équipes des résultats sur la prise en charge tabagique, le pourcentage des patients fumeurs sous TNS. Dans le dossier de patient individuel, donc à l'entrée du patient, on a le statut du fumeur, combien il fume, et en général, il y a la mesure du CO. On a réalisé aussi un pense-bête de poche qui a été distribué aux IDE formés au TNS, avec le Fagerstrom d'un côté, et derrière une grille de vigilance pour les sous-dosages et surdosages. On réalise des cafés expériences sur le sujet du tabac. Donc ça, c'est des échanges autour d'une boisson chaude. On propose des boissons chaudes gratuites aux patients, fumeurs ou non fumeurs. L'objectif, c'est d'échanger sur le tabac et surtout sur leurs ressentis, sur comment on peut évoluer de façon à prendre en compte leurs besoins aussi. Le compte rendu du COPIL qui est disponible pour l'ensemble des salariés. Et lors du mois de sans tabac, on fait des challenges pour les salariés. Donc en novembre dernier, les salariés gagnaient des points en fonction du nombre d'ateliers qu'ils faisaient, en fonction du nombre de RTIB. Voilà, il y a eu il y a eu une belle participation cette année. On est plutôt content de ce mois. Et puis à venir, nous pensons organiser une capsule sur l'application MyElena. C'est une application qui est disponible pour tous les salariés sur leur smartphone. Le but, c'est de permettre l'actualisation des connaissances sur le RTIB. Donc ça, c'est en cours d'étude, on va dire.
Alors, nos freins, c'est notre manque de connaissances certains dans la communication et le management. L'adhésion du personnel, on a encore quelques personnes qui sont un peu réfractaires, mais je trouve que c'est mieux qu'au départ. Les leviers, c'est un accompagnement en début 2024 qu'on a eu avec des formateurs en gestion de projet du groupe Elena. Ça a été pour clarifier nos indicateurs et optimiser notre démarche. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment donné une bouffée d'oxygène sur ce projet. Un autre levier, c'est l'écoute et les échanges au sein des équipes qui ont permis une meilleure communication en développant le non-jugement des fumeurs et en rassurant les salariés fumeurs. Un autre levier très important, c'est les échanges de pratiques auprès des différents établissements. On avait pu avoir une visio avec le CHS de Paul Guiraud, qui rentrait tout juste dans la démarche de santé sans tabac, et les établissements participant aux échanges de pratiques proposés par la SRAE, comme aujourd'hui on fait. Enfin, c'est très enrichissant en tout cas. Et puis, on a un soutien de notre hiérarchie qui est vraiment présent, et de plus en plus. On a signé la charte avec la présence des psychiatres. Donc, les psychiatres aussi sont assez présents dans cette démarche. Les perspectives, donc, c'est développer la prescription des TNS en autonomie par les infirmières, en levant ce frein de notre logiciel. De continuer à motiver les salariés et à les sensibiliser. Et du coup, je vais pouvoir partir en DU tabacologie en décembre 2025. Donc voilà, donc ça fait partie des perspectives. Voilà. Merci pour votre attention. Donc effectivement, je m'appelle Richard Dupuis, je suis animateur de santé publique sur les cliniques Elsan de Poitiers, donc des hôpitaux privés. Vu qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas si en Pays de Loire le poste d'animateur de santé publique existe. Donc pour préciser, donc ce sont des postes qui sont financés par l'Agence régionale de santé pour mettre en place des politiques de santé publique, de prévention et de promotion de la santé portées par des établissements de santé, publics ou privés, pour mener des actions qui sont soit dans les établissements, soit hors les murs, hein, auprès de tout public. Donc nous, on a la chance, voilà, sur les cliniques Elsan de Poitiers, d'avoir deux animateurs de santé publique, dont je fais partie, donc, de cette petite cellule de prévention et de promotion de la santé. Au niveau de nos établissements, rapide présentation, on a trois sites à proprement parler. La polyclinique de Poitiers, donc, qui est la plus grosse structure avec plus de 300 collaborateurs, 24 000 patients et une prise en charge en médecine, en chirurgie et un pôle urgence également. Pas mal de consultations externes également avec des libéraux. Et sur ce même site, donc, on a une hospitalisation à domicile privé qui grossit de plus en plus donc qui intervient sur toute la Vienne. Juste à 5 km, on a la clinique du Fief de Grimoire, donc avec une prise en charge en chirurgie et en obstétrique, avec une centaine de collaborateurs. Et puis, à côté de la polyclinique, on a la clinique Saint-Charles, donc, qui met en place des soins médicaux et de réadaptation, avec également des hospitalisations de jour, mais aussi des hospitalisations plus complètes, et à peu près 70 collaborateurs aussi. Donc, le lieu de santé sans tabac, on a voulu le déployer en simultané sur ces trois sites et quatre établissements. Je vais juste reprendre rapidement avec vous l'historique du lieu de santé sans tabac, comment c'est venu, et puis les différentes étapes. Et puis on fera des points plus particuliers sur l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, de la sensibilisation, de la formation et de l'outillage des professionnels. Donc je vous ai fait un petit parcours donc en route vers des cliniques sans tabac. Donc pour rappeler, donc depuis 2016, on a justement cette cellule prévention et promotion de la santé avec des actions qui étaient menées dans le cadre du mois sans tabac. Notamment en 2022, donc on répond et on dépose le dossier auprès de l'ARS sur le FLCA. Donc en juin 2022, on a l'accord assez rapidement et donc on était incité par l'ARS pour rentrer dans cette démarche-là. On a eu la chance d'accueillir des étudiants de l'IFSI dans le cadre du service de santé sanitaire
euh, pour mettre en place l'état des lieux. Donc, les enquêtes tabagisme en blouse blanche, c'est eux qui les ont réalisées. Donc, à la fin de l'année 2022. Donc, ce qui nous a fait une bonne partie du travail d'état des lieux auprès des patients et des usagers. Et s'ensuit, dès l'issue de cet état des lieux, la mise en place du comité de pilotage et la rédaction du plan d'action, donc, classique au niveau de la méthodologie de projet. 2023, donc ça a été une année assez chargée, donc avec toujours accompagné par le RESPAD. Donc l'accompagnement du RESPAD, il poursuit sur toute la durée, bien sûr, du projet lieu de santé sans tabac. Et puis le remplissage du premier audit, hein, qui nous a donné des pistes de réflexion et pour compléter le plan d'action. On a fait une annexe au règlement intérieur pour rappeler justement dans le règlement intérieur pour sensibiliser les différents salariés à la démarche de lieu de santé sans tabac. Ça a été l'aspect réglementaire qu'on a mis en place le plus tôt possible. Revu un peu l'affichage sur la réglementation parce qu'on avait des manquements dans nos cliniques. Donc là, on a fait le tour un petit peu. Donc un aspect formation, et je reviendrai dessus avec en 2023 aussi deux salariés qui sont partis en formation de formateur RPIB avec le RESPAD, des groupes de travail, donc à la fois sur le repérage et sur la prescription qui se sont mis en place. Et ensuite, on bascule en 2024 avec toute une partie signalétique, installation d'abris fumeurs qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est toujours un peu en continu. On a un abri fumeur qui va arriver bientôt et on revoit la signalétique. J'ai encore un rendez-vous demain pour ça. Début 2024, une première formation des personnels au RPIB. La signature de la charte de lieu de santé sans tabac qui, qui a rapidement suivi cette première formation. La mise en place du repérage et aussi la traçabilité, je vous en dirai plus tout à l'heure. Vraiment on tente, hein, de mettre en place un repérage systématique, mais c'est encore en phase de déploiement. Fin 2024, une salariée IDE qui s'inscrit sur un DU de tabacologie. Et donc là, on bascule en 2025 avec une volonté de former nos personnels au RPIB en e-learning avec le RESPAD, puisqu'il y a cette nouvelle solution qui peut être un véritable levier pour nous. On basculera sur le deuxième audit au printemps 2025. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'instaurer ce repérage systématique pour accompagner les fumeurs, avoir des consultations dédiées, les prescriptions de traitement de substitution nicotinique. Donc voilà la petite route qu'on a empruntée. Elle n'est pas semée, elle est pas dépourvue d'obstacles, mais on est bien accompagné par le RESPAD, donc ça nous aide pas mal. Donc au niveau de l'information et de la sensibilisation, les différents points. En 2022, on a fait une note d'information et ce dont je vous parlais également, qui annonçait la modification du règlement intérieur. Donc ça a été une note d'information qui a été poussée par notre direction et par les différents cadres. Donc c'était vraiment pour indiquer à tous les salariés pour rentrer dans cette démarche-là de lieu de santé sans tabac et les grands objectifs de la démarche. On a fait une newsletter en fin 2023, vraiment dédiée au lieu de santé sans tabac. C'est une newsletter mensuelle qui reprend d'habitude toutes les actions qui ont lieu sur sur les quatre établissements. Et donc là, ça a été vraiment une volonté de la direction de faire une newsletter spécifique lieu de santé sans tabac qui annonçait les différentes actions qu'on pouvait proposer. Donc à la fois sur l'identité, la mise en place de zones fumeurs, les formations, les sensibilisations et ainsi de suite. Un grand moment également pour informer, donc ça a été la signature de la charte en février 2024, qui nous a permis à la fois d'informer et de communiquer en interne, mais aussi en externe, pour que les usagers soient informés de la démarche également, et puis les salariés aussi. Donc ça a été un moment pour nous de communication assez important avec des affichages et avec cette signature-là. Tout au long de la démarche, on rend public un petit peu comme ce qui a été dit juste avant, les comptes rendus de comité de pilotage et de groupes de travail sont rendus publics sur notre intranet. Donc, ça permet aux personnes de suivre, qui s'intéressent aux personnes de suivre un peu l'avancement du projet.
Et puis aussi, on a eu un travail auprès des prestataires, un courrier qui a été envoyé par la direction aussi en 2024, pour rappeler qu'on était dans cette démarche-là et l'aspect réglementaire. Donc, à tous les ambulanciers, aux différents prestataires techniques qui peuvent intervenir dans les cliniques. Et également une mise en place de visuels sous format kakémono dans les entrées pour rappeler que les personnes sont dans un lieu de santé sans tabac, que des abris fumeurs sont à leur disposition, que Tabac Info Service ça existe, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment sur la partie information et sensibilisation des personnels, mais aussi des usagers. Le volet formation, donc je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs temps. En mai 2023, donc 2 salariés qui sont partis en formation de formateurs proposés par le RESPAD pendant 2 jours. Donc une infirmière et une cadre de santé qui ont suivi cette formation, une cadre de santé de l'HAD et une infirmière de la polyclinique. Donc ce sont elles qui ont animé la première formation, la première journée de formation au RPIB, donc en janvier 2024, au cours de laquelle on a eu 8 salariés, donc à la fois des infirmières, mais également une sage-femme, une kiné, une préparatrice en pharmacie. Donc c'était vraiment ouvert assez large. Et donc, par contre, on avait opté pour le format journée de 7 heures, avec donc les mêmes éléments qui ont été abordés à la fois sur le repérage, sur la substitution nicotinique, des cas concrets également. Mais ça sur un format journée, ce qui est, vous verrez, un frein aussi, puisque c'était la première et la seule journée qu'on a réussi à proposer en 2024. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une salariée qui a débuté son DU en tabacologie et aide au sevrage tabagique avec l'Université Paris-Saclay en décembre 2024. Et puis, l'objectif en 2025, c'est voir comment on peut le rendre obligatoire. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi le côté formation obligatoire de la structure précédente, puisque l'objectif, ce serait de proposer cette formation et e-learning à l'ensemble des soignants. Donc, on a pour l'instant un accord de la direction pour libérer donc ce serait sur 3 heures pour libérer nos salariés sur ce temps-là. Maintenant, à voir si ce sera rendu obligatoire ou pas. Je n'ai pas encore la réponse, mais on va travailler dans ce sens-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le volet formation. Et ensuite sur le volet des différents outils. Donc on a fait un groupe de travail sur le repérage. S'en est sorti un visuel avec une procédure. On a également choisi le questionnaire Fagerström pour évaluer la dépendance. Ce petit visuel, il est également distribué en mémo plastifié, mémo de poche. Donc avec les trois étapes. Donc, est-ce que je pose la question, vous arrive-t-il de fumer en systématique? Si oui, je propose le questionnaire Fagerström et ensuite je demande à la personne si elle souhaite être accompagnée. Et puis au dos, donc le questionnaire Fagerström qui a été retravaillé un petit peu pour le mettre sur l'identité visuelle de la clinique sans tabac. Et puis après, ben, des possibilités de prescription qui sont variées en fonction des établissements, puisqu'on ne fonctionne pas avec les mêmes logiciels. Donc les prescriptions dans le dossier patient sont pas toutes systématiques pour le moment. Et la mise à disposition d'outils, soit de Tabac Info Service, soit des outils proposés par la Coréade, notamment des petits flyers pour savoir où consulter, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas de consultation dédiée en interne. Au niveau des freins et des leviers donc, qu'on a pu repérer, les freins, donc le manque de disponibilité des professionnels pour participer aux journées de formation, en journée de 7 heures. Donc ça, c'est un réel frein. C'est pour ça qu'on a mis en place qu'une seule journée. On n'a pas réussi on a des soucis personnels et en nombre, un peu comme partout. Donc on n'a pas réussi à libérer davantage de personnel que ces 8 professionnels formés. On est sur 4 établissements, donc avec des publics et des prises en charge qui sont différents, des fonctionnements qui sont différents.
et des outils informatiques qui sont différents. Et il n'y a pas forcément d'interopérabilité des logiciels. Et je vous avoue que ça, c'est vraiment un gros frein pour la prescription notamment, mais aussi pour la traçabilité et le suivi dans les dossiers patients. Et puis, comme je vous le disais, on n'a pas de consultation dédiée à ce jour. Donc, ça nous paraît important d'avoir cette consultation pour rendre un peu plus concrète, de rendre plus concret l'aspect repérage, c'est-à-dire je repère et derrière je peux orienter sur quelque chose d'existant en interne assez rapide, puisque les consultations dans la vie ne sont pas, il n'y a pas un grand nombre de consultations dédiées dans la vie. Au niveau des leviers, le soutien méthodo à la fois du respect de la Coréade et la disponibilité de Margot, de Déborah. Donc ça, c'est toujours précieux. On a des réponses à chaque fois qu'on pose des questions. Ça, c'est un vrai soutien. Le soutien financier aussi. Eh bien, ça, c'est pour motiver la direction. Là, au moins, c'est vraiment pas un frein. On a le soutien financier de l'Agence régionale de santé, donc ça, c'est bien. Et puis aussi le fait qu'on ait des professionnels dédiés, identifiés pour porter le projet, donc cette cellule prévention et promotion de la santé dont je fais partie, voilà, avoir des personnes identifiées sur ce projet-là. Donc voilà un petit peu nous les freins et les leviers dont on a, enfin, qu'on a pu identifier.